J'avais pas compris ma fille au cheveu. Eh bien, bonjour. Je suis très content de vous tous vous retrouver pour ce nouveau webinaire Localmania. Alors aujourd'hui, j'ai de la chance non pas d'avoir un, mais deux invités. Et on va parler géomarketing, on va parler boîte aux lettres, on va parler drive to store, digitalisation. Et je suis sûr que vous allez apprendre plein de choses, voilà, avec Gaëtan et Arnaud qui sont là de Pubodit. Bonjour Romain. Bonjour Romain. Bonjour. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Romain Achard, je suis cofondateur de The Ramp. The Ramp, c'est une plateforme de publicité multilocale à destination des enseignes à réseau qui leur permet de gérer simplement toute leur publicité sur l'ensemble de l'inventaire digital français, zone de chalandise par zone de chalandise. Et voilà. Et donc, on va se donner à peu près, on va dire à peu près 30 minutes pour discuter, parler de marketing. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez les poser sur la droite. Vous pouvez envoyer vos questions et on y répondra à la fin de ce webinaire. Et voilà. Alors, tout d'abord, pour introduire un peu la chose, je vais vous faire rentrer directement dans la confidence. Quand j'avais rencontré Gaëtan et Arnaud, ils m'avaient invité à Saint-Omer et moi, j'avais une énorme bourde. Je pensais que c'était en Bretagne. Et donc, non, c'est bien dans le Nord. Et on a été accueillis comme des rois, comme seuls les gens du Nord savent le faire. Et on est sorti de ce rendez-vous, on a été bluffés. Parce qu'on ne pensait pas qu'en gros, des acteurs qui travaillaient dans le géomarketing, dans le prospectus, la boîte aux lettres, Drive to Store, on connaissait autant. Voilà. Donc, peut-être, Gaëtan, Arnaud, peut-être que vous nous parlez un peu de vous et de Pubodit. Merci Gaëtan, je vais commencer. Moi, c'est Arnaud Dubin. Voilà, j'ai commencé ma carrière dans le gratuit qui a disparu, qui était un média local. Et ensuite, j'ai poursuivi ma carrière chez Delta Diffusion, Mediapost, que j'ai quitté en 2013, fin 2013. Et puis ensuite, Pubodit était des clients et je les ai rencontrés et ils sont devenus des amis. Et j'ai intégré l'équipe Pubodit depuis 2015. Donc, Pubodit, c'est une centrale d'achat qui a été créée par Bruno et Loïc Verlet, qui étaient eux-mêmes des commerçants, qui avaient une chaîne de magasins de discount. Et donc, Pubodit, c'est une centrale d'achat qui va proposer des solutions locales pour l'ensemble des points de vente, que ce soit l'imprimé publicitaire, une partie conseil, bien évidemment, avec le géomarketing dont on va parler aujourd'hui. On a un métier, on va dire une passion, c'est le point de vente, et c'est de trouver les meilleures solutions pour créer du trafic en point de vente. Et si on veut, c'est comment on fait pour amener du monde sur le parking du magasin. Voilà ce qu'est Pubodit. Je te laisse la parole, Gaëtan. Oui, moi, j'ai rejoint Pubodit il y a 10 ans, justement, pour accompagner le développement de la société, puisque on était sur un monocanal avec l'imprimé publicitaire et on est passé aujourd'hui sur une offre multicanal. Donc, l'idée, c'était justement d'accompagner nos clients sur toutes ces problématiques-là et de développer les réponses en termes de support de communication pour les aider justement à continuer de se développer. D'accord. C'est vrai que moi, ce que j'aime chez vous, c'est votre amour du point de vente. Enfin, en tout cas, dans tous les échanges qu'on a eus, il y a toujours eu cette passion de rencontrer les gens, une passion humaine. C'était pas juste un client, c'était une histoire humaine. Je crois qu'Arnaud, tu prends ta voiture, tu vas rencontrer les gens, tu les aides et tout ça. Et ça, je trouve ça génial. Et c'est quelque chose, c'est des valeurs qui sont fortes. Et c'est vrai que il y en a pas beaucoup d'acteurs comme ça qui vont aussi loin. Et d'où vient cette passion, en effet, du contact humain et du magasin? Chez Pubodit, déjà, on est toute une équipe et on gère à peu près entre 12 et 13 000 points de vente. Donc, c'est vrai que pour nous, point de vente, c'est synonyme. Oui, c'est énorme et en même temps, c'est ce qui fait le succès de Pubodit. Et c'est l'amour du point de vente. Et le point de vente, pour nous, c'est un rôle fondamental dans la société. C'est un rôle sociétal, c'est un lieu de rencontre. Avant tout, d'être un métier où on va dire du consumérisme, on se rencontre dans un point de vente. Et on a bien vu que la crise qu'on a tous passé, a révélé l'importance du point de vente. Et puis, il y a quand même un phénomène en France, on oppose souvent Internet, le point de vente, et nous, on est persuadés chez Pubodit que c'est l'association en fait d'un canal vente et d'un canal Internet qui fera le succès aussi des points de vente. Donc voilà, arrêtons les oppositions. Et puis, le point de vente est toujours synonyme peut-être parfois d'être ringard. Eh bien non, le point de vente, il a énormément évolué. Il accueille, il se modernise, il utilise des médias digitaux pour faire venir du monde au magasin, des médias aussi papier pour faire venir du monde au magasin. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a 20 ans, il y avait plein d'experts qui prédisaient la mort du point de vente. Il est encore là, il est encore bien présent. Et
j'ai tendance à dire que la crise a révélé l'importance du point de vente. C'est une valeur de proximité. À l'époque où des gens quittent les grandes métropoles, ce qu'on appelle les néo-ruraux, ils sont contents d'aller retrouver des points de vente. Voilà. Donc nous, le point de vente, voilà, c'est ce qui nous anime, c'est notre passion. Ouais, mais ça transparaît bien. Et c'est vrai que comme tu te disais, Arnaud, en fait, le parcours d'achat, c'est excessivement complexifié. Et j'aime bien le fait d'avoir une vraie mission qui est de faire venir des gens sur les parkings des magasins. Parce que c'est ça qui a de la valeur, et que ce soit de l'imprimé ou que ce soit du digital, l'objectif est commun. C'est ça qui est assez fou, quoi. Alors maintenant, c'est vrai que quand on s'est rencontrés, j'avais été bluffé en fait par la richesse des informations que vous aviez sur toutes les zones de chalandise. C'est-à-dire que, en gros, j'avais l'impression de travailler avec. Vous veniez avec votre microscope et vous analysiez ça de manière ultra précise, même chirurgicale. Et donc, j'aurais bien aimé que vous partagiez un peu votre méthodologie, votre savoir-faire sur, en effet, ce Graal de faire venir des gens au magasin, quoi. Ouais, ce que je peux proposer, c'est justement de prendre un exemple concret. Avant ça, je vais quand même juste revenir quand même sur ce que tu disais avec le contexte. Hein. C'est vrai qu'il y a 20 ans, quand Pugodit s'est lancé, en gros, un magasin avait juste le prospectus, entre guillemets, pour se faire connaître, et puis il faisait un peu de radio. Là, aujourd'hui, on est quand même dans une démarche où le responsable magasin doit à la fois animer sa communauté Facebook, assurer sa visibilité sur le web, répondre aux avis, etc. Donc, on est quand même sur un contexte où le responsable magasin doit faire de plus en plus de choses. Et malgré tout, en 20 ans, son budget com n'a pas non plus super évolué. Donc, c'est vrai que nous, on s'inscrit dans une démarche, puis vous dites, d'essayer d'aider nos clients à arbitrer l'ensemble de ces supports. Et donc, le géomarketing, c'est un bon outil pour le faire. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est justement de prendre un exemple concret avec l'univers de la piscine, là, pour l'exemple qu'on va vous montrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais partager l'écran. Donc, alors, juste un instant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer une analyse. Gaëtan va partager avec vous une analyse, mais on verra que les objectifs de cette analyse géomarketing, pour que tout le monde comprenne bien, c'est qu'elle va servir 3 objectifs. Un, c'est d'optimiser en fait votre communication, optimiser votre budget bien évidemment, et cibler les bonnes personnes. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment le rôle du géomarketing. C'est un outil qui va servir à construire en fait vos plans de communication et à les optimiser et toucher surtout la bonne personne. C'est ça, Gaëtan? C'est ça. Donc là, pour que ça soit vraiment concret pour vous, on a pris donc un exemple fictif d'une enseigne de piscine. Et l'idée, c'est de vous montrer un peu ce qui existe en termes de données. Donc les données, on peut les caractériser en 2 natures. Donc tout d'abord, il y a les données externes. Donc ce qu'on appelle les données externes, c'est l'ensemble des informations qu'on va pouvoir recueillir de diverses sources, hein, donc notamment dans les sources qu'on peut citer, c'est l'INSEE, parce qu'ils font un gros travail avec le recensement de la population, qui nous donne en fait des informations vraiment à l'échelle locale, puisqu'on travaille du coup à l'échelle des quartiers, donc les quartiers IRIS. IRIS, c'est quoi déjà exactement pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est vrai que c'est un peu un jargon. Donc les IRIS, ce sont un découpage géographique qui a été créé par l'INSEE. Dans les années 90, et il y en a à peu près 50 000 quartiers sur toute la France, et ça a l'avantage donc de pouvoir interpréter les données qu'ils récoltent au niveau justement du recensement de la population et de montrer à l'échelle locale différentes disparités entre les quartiers. Donc là, on voit par exemple sur la carte là ici l'ensemble des petits contours, ce sont à chaque fois un iris qui est représenté. D'accord. Donc là, nous, au niveau des données externes, donc on s'appuie notamment sur ces informations-là pour caractériser la population, mais aussi caractériser l'habitat. Donc, quand on dit la population, on aura des informations, par exemple, sur justement la composition des ménages. Est-ce que c'est des familles avec enfants? Quel âge ils ont? Est-ce quel niveau de diplôme, etc. Et des données sur l'habitat avec des informations sur est-ce que c'est des maisons individuelles, est-ce qu'il y a un jardin, quelle superficie, etc. Donc, on a vraiment une richesse d'informations au niveau très local qu'on va pouvoir exploiter. Donc là, dans la première carte, par exemple, on voit les revenus.
Donc là, si on prend notre exemple avec l'enseigne de piscine, c'est intéressant de regarder les revenus parce que c'est vrai que quand on parle du coup piscine, on parle d'un investissement qui est souvent important. Ouais. Et donc là, le fait d'avoir sur la carte les endroits où les revenus sont le plus élevés, on va déjà avoir une indication de savoir où peut se situer ma potentielle cible. D'accord. Donc dans les autres données qu'on a, c'est aussi tout ce qui est de l'accessibilité, donc avec les réseaux routiers. Donc ça, les réseaux routiers, c'est pareil, c'est super intéressant parce que on va du coup pouvoir raisonner en termes de temps d'accès et non pas uniquement en termes de distance. Et on sait que le temps d'accès, ça, c'est quelque chose de très important puisque au plus on s'éloigne en temps du magasin, au plus l'effort est important pour venir pour le consommateur. C'est ce qu'on appelle l'isochrone, c'est ça? Oui, tout à fait. Je rajouterais à ce que dit Gaëtan. Par exemple, on a fait des études dans la bureautique. La bureautique, on sait que 90% des clients d'une enseigne de bureautique habitent à moins de 20 minutes d'un point de vente. D'accord. À l'inverse, dans le discount, ce qu'on appelle le discount, le bazar, des enseignes comme Stocomanie, Centracor, Jiffy, Foirefouille, eh bien, on sait que les gens sont prêts à faire 15 minutes pour aller se rendre dans un point de vente de discount. Donc, cette donnée de temps, elle est importante parce que aller au-delà de 20 minutes, par exemple, dans un magasin de bureautique pour aller toucher 10% de la clientèle, le coût est énorme. Donc, il faut y aller sans doute une ou deux fois dans l'année, mais pas y aller tout le temps. Voilà. Okay. Donc, cette notion de temps, comme le disait Gaëtan, elle est très importante. Au-delà même des notions dont Gaëtan est en train de vous parler sur la partie revenu. Et donc là, après, au niveau des informations aussi qui sont importantes, c'est aussi prendre en compte le contexte donc, au niveau de la concurrence. Et donc là, on voit, par exemple, sur la carte, on indique par des petits points l'ensemble des concurrents. Parce que c'est pareil, en fonction de la zone et de la densité de concurrence, on n'aura pas la même stratégie média et on n'aura pas non plus le même effort à faire pour faire venir les gens en magasin. Ce que je vais vous montrer aussi, là, c'est une autre carte derrière qui est liée, par exemple, là, au taux de propriétaire. Donc, pareil, dans notre cas, sur les piscines, le taux de propriétaire, c'est super important parce que dès lors qu'on parle, par exemple, de piscine enterrée, obligatoirement, on s'adresse à une cible qui est propriétaire parce qu'il faut faire des démarches administratives, c'est un coût important. Ce n'est pas le locataire qui va faire ça. D'accord. Mais n'empêche, ça peut être aussi intéressant de viser les locataires sur des piscines hors sol. Donc, c'est là où on voit que la donnée, au niveau d'un indicateur, peut être utilisée de différentes façons et d'orienter après derrière la communication du client. D'accord. Sur les données donc qu'on a là, ce qu'on voit, c'est que c'est intéressant, mais à chaque fois, on prend un seul indicateur et on l'analyse. Donc, c'est pour ça qu'en fait, Pubaudit a pris aussi le parti d'investir dans le jeu marketing via la création de ses propres typologies consommateurs. Donc, qu'est-ce qu'on entend par typologie de consommateur? Si je mets la carte suivante, c'est qu'en fait, on va prendre l'ensemble des données qu'on a à l'échelle des iris, donc sur la population, sur l'habitat, etc. Et on va caractériser en fait les iris pour déterminer des profils donc, qui se ressemblent et donc de dire, voilà, sur tel iris, on a plutôt une cible voilà, qui a tant de revenus, etc. Et donc ça nous fait, par exemple, une typologie famille périurbanisée. Donc là, par exemple, d'accord, c'est un peu, vous croisez en fait l'ensemble des données pour en sortir un peu des fois ce qu'on appelle souvent des personas, un peu des typologies, un peu type. Okay. C'est ça. Et d'ailleurs, on peut faire un peu le parallèle avec le digital, parce que c'est vrai que sur le digital, on a une actualité en ce moment qui est assez dense, notamment sur la protection des données personnelles, avec le RGPD, avec Apple qui bloque les identifiants. Ouais. En fait, on raisonne de plus en plus en termes de cohortes d'individus, en termes de cohortes de consommateurs. Et c'est un peu la logique qu'on a depuis longtemps sur le print. C'est qu'on va raisonner du coup en termes de cohortes de consommateurs à l'échelle des iris. Ce qui nous permet après de faire des ciblages. D'accord, oui, je comprends. Je reviens à l'écran. Donc là donc, ce sont encore donc, des données qui vont nous permettre d'améliorer le ciblage, puisque comme on voit, les familles périurbanisées ou les familles périurbaines de classe moyenne, c'est pareil, c'est une cible prioritaire pour un pisciniste. On est d'accord que toutes ces données, elles sont pas personnalisées, quoi. C'est des données globales, iris par iris. Exactement. D'accord. Okay. En fait, l'idée, c'est qu'on ne peut pas avoir des données à l'échelle de l'individu. Exactement. Voilà. C'est toujours l'INSEE travaille du coup sur cette échelle iris pour justement garantir la nominalisation des données. On est aussi sur la base du géomarketing, c'est qui ressemble, ça semble. Hein. Donc, à partir du moment où on est dans un quartier, on est dans une maison individuelle, on a vu son voisin faire une piscine, potentiellement, on peut se dire que lui-même fera une piscine et que si on soumet une communication bien ciblée, il sera tenté de faire la même chose que son voisin. C'est juste humain. En fait. On n'invente rien, on se réfère à la nature humaine, Romain.
Ouais. Et donc, dans les autres sources externes, on peut aussi citer des enquêtes sur des panels ou alors des données autres que les données INSEE, par exemple les données cadastrales. Et là, sur le cas de notre pisciniste, on a, nous, créé une couche dédiée à cet univers piscine, avec la représentation des iris où on a un taux de maison individuelle avec piscine important. D'accord. Ça, pareil, ça va aider l'enseigne à orienter sa com, puisqu'elle va prioriser les quartiers où elle sait qu'il y a un potentiel à développer ou un potentiel à fidéliser. Donc ça, c'est des données que nous, on travaille, et on a fait la même chose pour des secteurs comme le bio ou comme la bureautique. On essaye à chaque fois donc, de créer des couches par univers métier pour aider nos clients à mieux comprendre leur zone de chalandise. Ok. Donc, dans les autres données, et là on arrive du coup sur un territoire qui est très important, c'est les données internes. Et là, je pense que c'est vraiment, si on doit quelque chose un message à faire passer. Voilà, un message à faire passer, exactement. C'est de bien prendre les données des clients en magasin, et notamment l'adresse postale. Parce que dès lors qu'on a une adresse postale, on va pouvoir donc la positionner sur une carte avec des coordonnées XY, et du coup de faire des analyses à l'échelle locale avec des taux de pénétration, des parts de clients à l'échelle des quartiers iris. Et donc ça, pareil, ça va nous aider à orienter la communication, parce que là où on a par exemple une part de clients qui est, on va dire, importante, mais une pénétration plus faible, on sait que c'est des territoires à aller prospecter, parce qu'on a une cible de clientèle encore à aller gagner. Là où vous allez même plus, du coup, vous allez même plus loin que de la création de trafic. Vous quasiment vous retriturez la data de l'enseigne avec qui vous travaillez, vous lui apportez ce conseil-là et vous êtes capable de lui de dire là où il faut taper, en fait. Exactement. En fait, il faut prendre du coup la donnée, on est plus sur une donnée morte, on essaie de la vie et de la remettre dans un contexte géographique. Et ce qui fait que chaque zone, finalement, est unique. Et du coup, on adapte aussi, nous, la communication derrière à chaque zone de chalandise de magasin. Ah oui, donc c'est vraiment de l'accompagnement stratégique, quoi. On est sur l'accompagnement stratégique avec une donnée factuelle qui va être la donnée soit externe, soit interne du client. Et c'est là où c'est important, c'est que la richesse d'une entreprise, la richesse d'un point de vente, au-delà de son pas de porte, eh bien, ça va surtout être la donnée qu'il va avoir de ses clients. Et ça, c'est important de le répéter parce que on est toujours en train de parler de data, de big data, de mettre énormément d'anglicisme derrière ça. Non, récolter l'adresse d'un point de vente, le numéro de téléphone, vous pourrez faire du SMS, on pourra faire des études géomarketing, on pourra vous conseiller, on pourra vous accompagner. Et c'est là où le rôle qu'on a, nous, en tant que communicants, c'est pas uniquement dans un média, c'est d'abord d'avoir cette partie qui va dire comment j'optimise ta communication et j'ai les moyens d'analyser et de t'optimiser ta communication. Et ça, c'est hyper, hyper important. Une chose à retenir dans ce webinaire, ça sera sans doute celle-ci, Romain. Et donc, c'est vrai que là, du coup, les données internes du client, donc là, on a montré simplement la représentation des clients à l'échelle locale, mais si le client a par exemple du chiffre d'affaires par produit ou du chiffre d'affaires global, on va aussi pouvoir le représenter sur carte et orienter aussi la communication. Donc, c'est très important de mettre l'accent sur cette donnée interne, parce que ça va vraiment permettre d'ajuster encore plus finement la communication et de ne pas se baser uniquement sur des caractéristiques globaux de population, mais vraiment de rentrer dans une stratégie personnalisée. Pour illustrer ce que dit Gaëtan, on a accompagné un grand site internet allemand il y a quelques années qui est très présent sur le territoire français, le territoire européen, qui vend notamment de la chaussure. Je vous laisse découvrir qui c'est. Et on avait étudié son fichier client, on avait regardé quelles étaient les caractéristiques de ce fichier client. On avait vu que c'était plutôt des femmes jeunes, 35 ans, locataires d'un appartement plutôt en centre-ville. Et donc, on avait été chercher les clones de ces clients. Et on avait fait une opération à l'époque non adressée d'imprimer publicitaire. Et il s'était avéré une chose, c'est qu'ils avaient eu beaucoup de retours. Et ils nous avaient dit, il y a beaucoup de retours déjà de nos clients. Alors, c'est vrai que quand on fait de l'imprimé publicitaire, on ne peut pas dédupliquer parce que c'est non personnalisé. Mais ce qui était intéressant, c'est que le ciblage était très opportun puisque justement, ils avaient beaucoup de leurs clients qui avaient été dans la cible. Voilà. Donc, ça prouve toute la pertinence, en fait, de l'étude d'un client. Et une fois que j'ai bien étudié le profil d'un client, je vais trouver son clone, son jumeau. Voilà. Et si je vais trouver son jumeau, potentiellement, c'est quelqu'un qui va avoir les mêmes caractéristiques qui va venir m'acheter. Ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve exactement les mêmes sujets qu'aujourd'hui quand on lance des campagnes de publicité digitale avec cette notion de lookalike, mais cette fois au niveau de l'adresse, quoi. Finalement, le digital n'a rien inventé, en fait.
Le digital, c'est un individu, une adresse, elle est non, enfin, nous, c'est toujours anonymisé, donc on a on ne sait pas qui y a derrière cette adresse, mais par contre, on sait qui est dans le quartier. Et donc, c'est tout le travail qui est fait voilà, et qui reste aujourd'hui vecteur, encore une fois, d'optimisation pour nos clients. Et donc là, après, la dernière étape, justement, si on regarde un peu la fin de notre cas concret, là, c'est derrière donc, de mixer toutes ces informations-là, donc les données externes, les données internes, et d'aller du coup sur une recommandation. Donc une fois qu'on a fait l'analyse, c'est vraiment d'aller sur du concret et de faire des recommandations clients en optimisant du coup sa zone de communication. Donc là, nous, souvent, ce qu'on travaille, c'est différentes zones de communication qu'on va activer en fonction des temps forts. Donc, parce que souvent, les enseignes ont des temps forts plus ou moins importants. Donc, sur des temps forts importants, on peut peut-être agrandir la zone et aller taper plus loin pour aller chercher des territoires où on n'a pas l'habitude d'aller conquérir. Et sur des temps forts plus réduits, aller sur une zone plus restreinte et autour du magasin. Okay. Toujours sur les quartiers les plus intéressants. Et donc, là où Pubaudit essaye d'accompagner donc ses clients, c'est aussi sur l'arbitrage des supports. Et donc, dans ce cas-là, on va regarder aussi l'audience des différents médias. Donc, on peut citer, par exemple, l'imprimé publicitaire. Donc, c'est vrai que l'imprimé publicitaire, il y a une donnée qui à prendre en compte, c'est aujourd'hui les stop pubs. Aujourd'hui, les stop pubs existent, sont pris par certains consommateurs pour montrer leur adhésion ou non à la lecture du prospectus. Et donc, en fonction de ça, on va pouvoir se dire, sur certaines zones, ça peut être intéressant d'aller faire du digital en complément, parce qu'on voit qu'il y a un peu moins d'appétence pour le prospectus. Les stop pubs, tu peux peut-être préciser exactement ce que c'est et surtout les obligations que vous avez, en fait. C'est intéressant. Non. Tout à fait. Alors en plus, c'est en plein d'actualité parce que le débat a commencé au mois de janvier où il y a une loi qui est apparue et qui a mis en l'obligation donc de respecter les stop pubs. Et si jamais il n'était pas respecté, il y avait un décret d'application qui n'est d'ailleurs toujours pas paru, mais qui mettait une amende en fait, tout simplement pour le non-respect du stop pub. Le stop pub, aujourd'hui, certains acteurs voudraient nous faire croire qu'on est à 30-35%. Dans la réalité, du dernier comptage qui a été réalisé, on est à 22,4% de la population. Par contre, c'est totalement hétérogène sur le territoire. On va se retrouver des territoires plutôt ruraux où il y a une forte attente en fait du prospectus. Sur des territoires plutôt urbains, non. Je vais te citer des exemples. On est du côté d'Annecy. Bien Annecy, on est sur des taux de stop pub qui peuvent être à 30-40%. Et puis, on va être sur des zones plutôt centre-France où on a des taux d'audience, on est à 70-80% de gens qui veulent recevoir de l'imprimé publicitaire. Donc, ce qu'il faut, bien évidemment, c'est cette analyse territoriale du stop pub est très importante. Et puis après, il faut surtout, pour moi, au-delà de le respecter, ça c'est le distributeur qui va le respecter, mais ce qui est surtout important, c'est qu'à partir du moment où on met un stop pub, on choisit ou pas de recevoir le média, donc quand on vend une campagne d'imprimé et on ne distribue bien évidemment pas les stop pub, on respecte ça, eh bien on vend que des gens qui sont intéressés de recevoir la publicité. Ce qui est intéressant dans la dernière carte qu'a montré Gaëtan, c'est que l'étude géomarketing, elle va permettre aussi d'arbitrer les médias. Quand je parle de médias, c'est des médias locaux. Comme tu parlais du digital tout à l'heure, tu as raison, c'est-à-dire qu'on va avoir une caractéristique de population. On peut aussi arbitrer des médias de la radio, parce qu'à partir du moment où je sais que j'ai une population plutôt jeune ou plutôt âgée, bien, je ne vais pas choisir la même radio parce que ce n'est pas la même audience. Voilà. Donc, c'est un outil de géomarketing qui permet vraiment de venir coller un plan média qui soit encore une fois offline ou online. OK. Parfait. Du coup, revenons à nos petits moutons. On peut peut-être parce que là, on a quand même parlé de cas concrets. On a parlé quand même de ce que vous faites. Vous avez d'autres cas concrets ou sinon on peut faire un petit résumé? Non, on a d'autres cas concrets. On peut clairement, on travaille avec, comme on disait, un peu plus de 12 000 points de vente. On travaille de nombreuses enseignes. Là, je pourrais vous citer une enseigne qui est dans la fête, qui aujourd'hui, on a fait l'ensemble de son géomarketing depuis maintenant 1 an sur à peu près 100 points de vente, ce qui nous a permis de gagner 20 à 30% du budget en distribution d'imprimés publicitaires et qu'on a permis de réorienter sur 2 points, une communication digitale locale, voilà, de type VAMP. On va pas, voilà. Et puis de mettre en place une opération supplémentaire. Pourquoi? Ce qu'on dit souvent, c'est qu'il vaut mieux dans la communication faire de la récurrence que du volume. Vaut mieux distribuer 3 fois 20 000 exemplaires, faire 3 campagnes digitales qu'en faire une seule où je vais avoir 50 000 impressions, 100 000 impressions
Eh bien voilà. Donc la communication, c'est de la récurrence. Et donc le géomarketing, et au travers de cette enseigne de la fête qu'on a accompagnée, eh bien ça nous a permis de dégager du budget pour faire du digital de proximité, notamment avec ce dont parlait Gaëtan, c'est-à-dire sur l'audience. On a été ciblé des secteurs en digital sur lesquels l'audience était plus faible. On a une autre enseigne aussi qu'on a accompagnée, pareil, qui était dans le bricolage, pour lequel on fait énormément d'études et qui vont permettre de segmenter en fonction de ces opérations des propriétaires maisons individuelles. Je pense notamment à une enseigne comme Big Mat, qu'on va accompagner parce qu'ils ont des opérations, ce qu'ils appellent printemps extérieur. Et bien évidemment, on ne va pas aller à un moment ou à un autre aller choisir des habitats collectifs. Et puis, ils ont une opération à l'automne qui s'appelle isolation. Et bien là, c'est par rapport à leur fichier client, par rapport à leur clientèle, eh bien, on va aller cibler les bonnes zones sur lesquelles ils vont diffuser une communication, quelle qu'elle soit, pour aller toucher des gens propriétaires qui sont en train de refaire leur maison. Et par rapport à ça, je vais peut-être rebondir. Sur le digital, par exemple, des fois, il y a des critères qui sont compliqués à obtenir, par exemple, les résidences secondaires, donc les personnes qui ont des résidences secondaires. Et donc là, sur un des clients que Arnaud citait, on a regardé les quartiers où il y avait une surreprésentation de maisons secondaires pour aller faire du digital dessus. Et donc, du coup, utiliser la donnée qu'on a, nous, à l'échelle des iris, pour faire du digital avec un critère qui est difficilement appréciable au niveau C'est important. On va arriver dans les périodes de vacances, Romain. Bah, quand vous êtes aujourd'hui, vous allez dans votre résidence secondaire, je sais pas moi, dans le bassin d'Arcachon ou au Cap Ferret, eh bien. On vit pas dans le stéréotype, hein, parce que j'ai dit Paris que je vais au Cap Ferret. Voilà, tu vois, c'est pour ça que j'essayais de te préciser ça, mais je voulais vraiment pas dire où tu avais ta maison secondaire, en fait. Donc, non, tout ça pour dire que dans cet exemple stéréotype, il y a beaucoup de Bordelais, 80% des Bordelais qui vont là-bas. Potentiellement, avec l'imprimé publicitaire, qui est un média qu'on connaît bien, on ne peut pas aller toucher les maisons secondaires. Mais à l'inverse, c'est hyper intéressant d'y aller en digital sur des vacances scolaires et d'aller toucher avec notre association, avec Voramp, avec vous, puisque justement, c'est là où on a une force, en fait. Et donc, en fonction de la période, en fonction de la zone, eh bien, on adapte ça. Ouais, ça, c'est clair que sur les vacances, je me rappelle de guerre ouverte sur du digital, en effet, pour cibler les vacanciers, parce qu'en effet, ils sont mobiles, quoi. Enfin, ils sont pas forcément partie de la base client. Ok. Donc peut-être qu'on peut se faire un petit résumé un peu, parce que là on a parlé de plein de choses, un peu sur l'approche et ce qu'on doit retenir de votre approche, de la méthodologie, du géomarketing et tout ça, pour bien remettre les idées au clair pour tous ceux qui nous écoutent. Je commence. Si j'avais une chose à retenir, c'est que le géomarketing, ça reste un outil, c'est un outil de décision. On a une approche conseil, on va prendre de la donnée, on va la mettre dans un shaker, je vais parler un peu comme ça, on va la mélanger, on va voir sortir une zone ou des zones locales. Donc, on est toujours sur l'analyse d'un territoire local et sur ce territoire, on va vous dire comment communiquer, quelles sont les cibles à toucher. Bien évidemment, ça se fait toujours en partenariat avec le client. Ce qui est important de dire, c'est que ce qu'on pense être de ses clients n'est pas souvent la réalité. J'ai souvent à l'esprit un client qui me disait, mais moi, mes clients, c'est des clients CSP+, qu'on a fait une analyse de son client, de son portefeuille client, qu'on a regardé où ils habitaient, c'était pas du tout ça. Voilà. Donc, il faut toujours se méfier de l'image que je pense avoir de ma clientèle et la réalité. Eh bien, le géomarketing, c'est mettre une réalité, c'est positionner localement quels sont les clones de mes clients et ensuite de défiler, en fait, de dérouler un plan de communication. Voilà, si je pouvais faire une synthèse de cet outil qui est aujourd'hui très puissant. Par contre, je rajouterais juste quelque chose, c'est que c'est vrai que là, on parle de données clients. Malgré tout, tout le monde n'a pas encore cette richesse au sein de son entreprise d'avoir des données qualifiées, etc. On peut quand même faire du géomarketing avec des données plus macro. Donc déjà, ne serait-ce que déjà demander le code postal en caisse de ses clients, c'est déjà une première étape qui va permettre déjà de réorienter un peu la zone de communication. Donc effectivement, c'est vraiment un point important, c'est de collecter de la donnée qualifiée. Mais déjà, ne serait-ce qu'en regardant les données externes qu'on a vues tout à l'heure et en prenant des premières informations sur un code postal, etc., ça nous permet déjà de faire une première analyse. Ok. Alors, petite question Nostradamus que j'aime bien poser toujours à la fin. Parce que là, en ce moment, quand même, on parle quand même pas mal de… Alors, évidemment, avec la crise du Covid, les fermetures et la réouverture, on parle pas mal de local. Comment vous, en gros, parce que vous êtes un peu des experts de ce marketing local, vous voyez le marketing local dans 5-10 ans évoluer? Alors, je sais que tous les Parisiens auront quitté et seront installés à Bordeaux, mais comment vous voyez ça en fait?
Alors, moi, je pense que le local, enfin, l'avenir du point de vente, il est là, il est bien présent. Encore une fois, les flux de population et la crise du Covid a accentué cet effet de gens qui veulent se retrouver par rapport à des valeurs. Eh bien, ils vont avoir besoin du point de vente. On a aussi tout un parcours, en fait, on va dire, de RSE, hein, puisque le point de vente en local, à un moment ou à un autre, il va dépenser moins de carton. Donc, tout ça, c'est en train de se mélanger. Il n'y a pas de frontières. Pour moi, il n'y a pas de mauvais ou de bonnes solutions. Ce qu'il faut, c'est que le consommateur retrouve en fait ce qu'il souhaite dans un point de vente, que le point de vente s'adapte aux nouvelles on va dire aux nouvelles comment je pourrais dire envies du consommateur. Voilà. Après, le point de vente pour moi, il restera en fait un élément essentiel. Il n'est pas mort. Il doit se réinventer. Il doit prendre en compte les nouvelles technologies pour justement que le consommateur continue à le fréquenter. Mais bien au-delà, non, je pense que les Parisiens peuvent quitter et ils retrouveront leurs belles enseignes dans nos provinces. Hein. C'est vrai que là, avec la crise du Covid qu'on a vécue, il y a eu vraiment un gros coup de boost sur justement toute cette partie digitalisation. C'est vrai qu'on a gagné déjà pas mal d'années sur cette partie-là. Donc là, les 5 prochaines années, ça va que confirmer, je pense, cette tendance. Et on aura du coup, à un moment ou à un autre, voilà, les frontières entre le offline et online qui vont s'effacer pour justement vraiment raisonner en termes de besoins clients plutôt que de médias. Quoi. Okay. Romain, je pense qu'on a une faculté en France, c'est toujours d'opposer les modèles. Ouais, donc, que ce soit partout. Donc, arrêtons d'opposer les modèles et association, par contre, voilà, associons les bonnes compétences de chacun. Et c'est comme ça qu'on y trouvera tous notre compte. Hein, et surtout qu'on sera dans une période où le consommateur aura tout à gagner. Parce qu'il n'y a qu'un seul point qui compte, c'est comment on satisfait tous nos clients. Bon. Je suis tout à fait d'accord. Je ne sais pas s'il y a des questions. Donc, si les participants ont des questions, donc n'hésitez pas. Voilà. Et et de toute façon, vous n'hésitez pas surtout à nous envoyer vos questions. Vous pouvez nous recontacter évidemment. Gaëtan Arnaud de Pubaudit, il sera évidemment les coordonnées. Vous pourrez nous contacter, regarder le replay si vous voulez réviser vos cours de géomarketing. Et puis, je voulais vous remercier Gaëtan et Arnaud parce que je trouvais que c'était très dense. On a tenu exactement le bon timing, ce qui n'était pas si simple au début parce que quand on avait fait les répètes, on avait tellement de choses à dire qu'on débordait un peu. Donc là, vous allez pouvoir déjeuner tranquille et puis vous allez recevoir évidemment le replay et puis on le remettra sur la chaîne YouTube. Et puis surtout, un grand merci à Gaëtan et Arnaud parce que là, je pense qu'en ce moment, ça doit plancher avec la réouverture. Là, je pense qu'on va retrouver l'énergie qui est importante, en tout cas pour les points de vente. Merci en tout cas de ton invitation. C'était riche et on aime beaucoup partager sur ce type de sujet. Et puis, on est à l'écoute de tous et on répondra bien évidemment à toutes les questions qui arriveront par la suite. Parfait. Bon, merci. Merci. Allez, au revoir. Merci à tous, au revoir.